Tora Afton Chamberlain est une jeune fille de 14 ans qui va tout simplement se faire enlever sous les yeux de ses amis alors qu'ils se rendaient à un match de football. Tous vont voir le visage du kidnappeur, mais les choses vont sembler être plus mystérieuses qu'elles en ont l'air. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Tora Afton Chamberlain, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui date un petit peu parce qu'elle date de 1945. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai pas énormément de photos. Par contre, j'ai réussi à aller sur place là où l'histoire a eu lieu pour vous prendre quelques petites vidéos. En fait, c'est assez dingue parce que j'étais justement à San José, une ville un petit peu en dessous de San Francisco, et j'écrivais cette vidéo où j'ai vu qu'elle se passait dans la ville de Campbell. Je savais pas du tout que c'était proche de San José. Et pile à ce moment-là, j'ai notre hôte Airbnb en fait qui nous a demandé si on voulait aller boire un verre à Campbell. Et je me suis dit mais c'est dingue, c'est là où justement la vidéo que j'écris se passe. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu enregistrer quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu le lieu et puis comment c'est autour. Donc voilà, je suis assez contente de pouvoir vous raconter cette histoire aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Tora Afton Chamberlain est née le 22 novembre 1930 et a grandi aux États-Unis dans l'État de Californie, dans la ville de Campbell, une ville proche de San Francisco. Il faut savoir que Campbell, c'est une ville qui est habitée par plusieurs familles assez riches, donc on peut imaginer que Tora venait d'une bonne famille et son père, Frank Chamberlain, était d'ailleurs un entrepreneur assez connu dans la région. En 1945, Tora était âgée de 14 ans et elle était en deuxième année à la Campbell High School. J'ai été vous filmer l'école et vous allez voir, j'ai un peu filmé les alentours parce que ce sera important pour la suite de la vidéo. Voilà, donc ici vous pouvez voir en fait c'est l'école où elle étudiait, mais bon c'est une école qui date parce qu'elle a été ouverte en 1900 et depuis elle a été fermée. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'école et je vous montre un petit peu la rue aussi. Voilà, ça c'est la rue devant. Malheureusement, mis à part ce que je vous ai dit, on a peu d'informations sur la vie de Tora avant ses 14 ans, donc je pense qu'elle a eu une vie assez normale, un parcours assez normal. Elle avait d'ailleurs été élevée dans la religion et Tora était donc assez croyante. De plus, beaucoup l'ont qualifiée comme une fille vraiment très douce. Bon, maintenant plongeons-nous dans la journée du vendredi 2 novembre 1945. Tora et ses amis marchaient sur un trottoir le long du Winchester Boulevard et il était à peu près 15 h. Tous se déplaçaient en fait pour aller au terrain de football voir un match entre l'équipe de leur école et l'équipe de la Washington High School de Centerville. Pour l'événement, Tora portait d'ailleurs des chaussettes rouges et bleues qui étaient aux couleurs de son école. Mais voilà, alors que le groupe d'amis marchait, une voiture Plymouth bleue va s'arrêter sur le trottoir à côté d'eux et un homme va ouvrir sa fenêtre pour leur parler. Je vous mets là aussi une vidéo de la rue de la Washington Avenue pour que vous voyez à quel point c'est une rue empruntée par énormément de personnes et aussi une rue qui se trouve assez proche de l'école où justement ils étaient. Donc là en fait cette rue-ci c'est le Winchester Boulevard, c'est sur une rue comme ça qu'elle s'est faite aborder puis enlever et en fait comme vous pouvez voir c'est vraiment une rue qui croise la Campbell Avenue et du coup sur la Campbell Avenue on a son école qui est juste là derrière ce bâtiment. Donc voilà, cette voiture s'arrête sur le trottoir et selon le témoignage des amis de Tora, l'homme qui a ouvert la fenêtre portait des habits d'officier de la marine avec un pantalon gris ardoise et un t-shirt blanc avec un cœur mauve dessus. D'ailleurs, sur ce cœur mauve, il était écrit Londonderry, Ireland, donc en gros, ça sous-entendait qu'il venait d'Irlande. Lorsqu'il aurait baissé sa fenêtre, l'homme se serait alors directement adressé à Tora et lui aurait proposé de monter dans sa voiture pour qu'il l'amène faire du babysitting. Il dirait que c'était juste pour garder les enfants de sa sœur, que c'était pour le dépanner et que ça ne durait que 30 minutes, mais que Tora serait assez bien payée. Tora va alors se retourner vers son amie Rita, elle va lui demander si elle est intéressée, mais Rita dira que non, alors Tora se dira « Bah oui, moi je suis intéressée, en plus ça ne durera que 30 minutes donc je ne serai pas en retard pour le match ».
et donc elle va dire à ce mystérieux inconnu qu'elle est d'accord pour monter avec lui dans sa voiture pour garder les enfants. Juste avant de refermer la portière de la voiture, Tora demandera à ses amis de lui garder une bonne place pour le match parce qu'elle allait bientôt revenir. La suite va se passer à peu près 30 minutes plus tard. On est dans la ville de Saratoga à 15h30 précise et une femme, Ella Baudou, était en train de relever son courrier lorsque d'un coup, une voiture va arriver et va presque la renverser. La voiture allait vraiment à grande vitesse. Malgré le fait qu'elle ait failli être renversée, qu'elle a eu un peu peur et que la voiture allait vite, Ella Baudou a quand même vu qu'à l'intérieur de cette voiture, il y avait une jeune fille de plus ou moins 14 ans qui avait l'air de ne pas aller bien. Elle était comme appuyée à la fenêtre arrière, comme agrippée, et elle regardait et on voyait vraiment dans ses yeux qu'elle cherchait de l'aide. Évidemment, Ella, quand elle a vu ça, elle a appelé la police. Quelques heures plus tard, quand la police apprendra la disparition de Tora, ils feront immédiatement le lien et ils se diront que sans doute cette fille dans cette voiture était Tora et c'était seulement 30 minutes après qu'elle soit montée dans la voiture de son kidnappeur. Ça n'a donc pas pris longtemps avant qu'une enquête pour enlèvement soit lancée et les policiers vont immédiatement interroger les amis de Tora. Ils expliqueront alors aux policiers toute cette histoire de babysitting et diront s'être vraiment inquiétés lorsque, une heure plus tard, Tora n'était pas revenue pour voir le match. D'ailleurs, c'est à la fin de ce match qu'ils avaient compris que quelque chose n'allait pas et qu'ils avaient dit aux parents de Tora que quelque chose était potentiellement arrivé à leur fille. Plus largement, les policiers interrogeront les étudiants de la Campbell High School et beaucoup d'entre eux diront avoir vu un homme dans la trentaine qui tournait souvent autour de l'école et justement il avait une voiture Plymouth bleue qui datait de l'année 1932. Donc là, encore une fois, les choses deviennent de plus en plus étranges et malheureusement, on se dit que quelque chose de grave est sans doute arrivé à Tora. Quelques jours plus tard, le journal de San José, donc San José qui est la ville à côté de Campbell, va recevoir un télégramme. Et ce télégramme disait: Tora Chamberlain, fille de l'entrepreneur de San José qui a disparu du lycée Campbell, a été vue à Long Beach vers 10h. Dites à Frank Chamberlain pour plus d'informations que j'appellerai en PCV vers 19h. Signé un ami de la Campbell High School de la promo de 1944. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'on est en 1945, personne n'aurait pu tout simplement appeler le père de Tora, donc s'il voulait le contacter, c'était la meilleure façon de passer par le journal de San José, journal que sans doute le père de Tora lisait. Suite à la publication, le père de Tora, Frank, va lire la nouvelle et il dira rapidement que sa fille ne se serait jamais rendue à Long Beach de son plein gré. C'est vraiment très loin de chez eux et donc c'était sûr qu'elle s'était faite kidnapper. 2 semaines après la disparition seulement, le FBI va alors se saisir de l'affaire. Ils vont alors envoyer leur meilleur enquêteur, A.G. Connelly, à San José pour enquêter sur l'affaire. Cet enquêteur va alors passer en revue les personnes ayant un plus ou moins gros casier judiciaire qui habitaient dans le coin de San José Campbell et il va s'attarder sur le profil d'un homme de 31 ans qui s'appelle Thomas Henry McMonigle et pour lui, McMonigle était le meilleur suspect potentiel. Pour vous parler de Thomas McMonigle, il était originaire du comté de Madison dans l'Illinois. Il s'était marié 2 fois et avec sa deuxième épouse, une certaine Anna, il avait eu une petite fille. Mais voilà, alors qu'il était avec Anna, Thomas a été reconnu coupable d'agression avec tentative de viol. Quand je dis agression, c'est vraiment au pluriel, il avait répété ça plusieurs fois et donc il a été condamné à une peine de prison dans l'Illinois et suite à ça, sa femme Anna a demandé le divorce. Après ça, Thomas avait emménagé près de San Francisco à San Mateo. On sait par contre que quelques mois avant la disparition de Tora, Thomas avait eu plusieurs problèmes avec la justice. C'était d'ailleurs pour une agression présumée contre une jeune fille de 14 ans de San Bruno, donc pas très loin de Campbell. Cette jeune fille avait 14 ans, le même âge que Tora. Heureusement pour elle, elle s'en était sortie, mais clairement, on voit que aux alentours de Campbell, eh bien, on avait Thomas McMonigle qui cherchait après des jeunes filles de plus ou moins 14 ans pour les prendre dans sa voiture. Lorsqu'il a essayé de kidnapper cette fille à San Bruno, comme je vous l'ai dit, il y a eu des problèmes avec la police, mais il n'a pas vraiment été arrêté parce qu'en fait la famille de cette petite fille n'a pas voulu porter plainte pour préserver un petit peu leur image.
Donc ça fait que McMonagall n'a pas eu de problème et qu'il a pu continuer à chercher d'autres petites filles du même âge. Donc avec tout ça, notre agent du FBI il est quand même assez convaincu que McMonagall est bel et bien le kidnappeur de Tora. Et il va encore faire d'autres découvertes. Il va se rendre compte que juste après la disparition de Tora, McMonagall avait pris sa voiture et était rentré chez son père, Stephen McMonagall, qui habitait à East Alton dans l'Illinois. Par la suite, le 6 décembre, donc plus ou moins un mois plus tard, il avait pris le bus pour de nouveau revenir à San Francisco et il avait tenté de mettre fin à ses jours alors qu'il était dans le bus en prenant plusieurs plaquettes de somnifères. Donc on comprend là aussi qu'il avait sans doute quelque chose à se reprocher, sans doute qu'il a voulu fuir en allant se réfugier chez son père, en changeant d'état, puis s'être dit je vais simplement revenir et mettre fin à mes jours pour me rendre ou je ne sais pas quoi. Mais donc c'est au moment où il a fait cette tentative de suicide que les policiers se sont dit ok là c'est sûr on le tient, et lorsqu'il a été emmené à l'hôpital, eh bien les policiers l'attendaient dans sa chambre d'hôpital pour lui poser des questions. Évidemment rapidement ils vont se rendre compte qu'il est extrêmement louche et il va être mis en état d'arrestation le même jour. Une fois qu'il a été soigné, qu'il allait mieux, il a été ramené au poste de police et les amis de Tora présents au moment de l'enlèvement l'ont alors identifié comme étant bel et bien l'homme qui avait pris Tora dans sa voiture le jour de l'enlèvement. De plus, rappelez-vous que je vous avais dit que l'homme dans la voiture portait des habits de la marine irlandaise. Eh bien, on va se rendre compte que Thomas McMonagall n'était pas du tout un ancien Marines, pas du tout. Il avait en fait volé les habits, on avait même retrouvé le carton à son domicile. Mais donc le fait qu'il avait des habits de la Marines, qu'on était en 1945, vous voyez, je pense que Tora s'est dit bah en fait c'est quelqu'un de confiance, je peux rentrer dans sa voiture, il a combattu pour notre pays pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc je pense que tout ça a joué à ce que Tora lui fasse vraiment confiance. Donc voilà, on apprend que c'était un mensonge, que Thomas McMonagall n'était pas dans la Marines, et en plus de ça, on est d'autant plus sûr qu'il est bien le suspect qu'on recherche parce qu'on a retrouvé ce carton avec les habits de la Marines dans son appartement. Au moment où Thomas McMonagall va être interrogé par le FBI, il va directement avouer en disant « Oui, c'est bel et bien moi qui ai kidnappé Tora ». Par contre, ces histoires vont toujours un petit peu changer. Particulièrement sur la manière dont il aurait assassiné la petite Tora. Il dira par exemple qu'il l'a poignardée, puis il changera pour dire qu'il lui avait tiré dessus, puis ensuite qu'il l'avait étranglée, et encore d'autres choses. Il rédigera même une lettre où il écrira « Tora a sauté de ma voiture et a été grièvement blessée. J'ai essayé de lui donner les premiers soins, mais elle est morte et je l'ai enterrée. » Malgré toutes ces histoires racontées par McMonagall, voilà celle qui, selon le FBI, collerait le plus. Après avoir enlevé Tora, McMonagall l'aurait alors emmenée à Santa Cruz, une ville côtière à 30 bonnes minutes de Campbell. Une fois sur place, il aurait voulu changer de destination et il aurait finalement conduit le long de la côte sur l'autoroute 1 pour arriver près de la limite du comté de San Mateo. Et puis, à un moment, il aurait décidé de s'armer de son revolver Colt de calibre 32 qu'il gardait dans sa voiture et il aurait alors tiré sur la petite Tora. Cette version est celle qui colle le plus parce que le revolver en question a été retrouvé par les policiers. De plus, la voiture où Tora aurait été assassinée a été analysée et des éclaboussures de sang ont été retrouvées sur certains tissus de la voiture. McMonagall va ensuite confier au FBI qu'après avoir tué Tora, il s'était rendu à un endroit où il y avait une grande falaise au-dessus de l'océan, un endroit appelé le Devil Slide, et il y aurait jeté le corps de Tora. Là aussi, le FBI semble croire à cette version car ils auraient effectivement retrouvé les chaussettes rouges et bleues de Tora qui étaient coincées dans un rocher en bas de la falaise. Donc là, on a quand même une histoire qui se tient, un coupable qui se tient, mais pour encore être un peu plus sûr, le FBI va collecter d'autres preuves. On sait par exemple que McMonagall travaillait sur un chantier à Burlingame et qu'il avait justement demandé à son patron s'il pouvait remplir un des fossés présents sur le chantier avec des blocs de béton et de la terre. Son patron avait alors accepté, mais au moment de l'enquête, le FBI avait justement creusé dans ce fossé qui avait été rempli et ils y trouveront plusieurs choses incriminantes. Ils y trouveront en fait les chaussures brunes de Tora, une petite clochette qu'elle portait ainsi que ses classeurs et ses fardes de cour. Au moment de la découverte, McMonagall avait avoué qu'il avait bel et bien caché les affaires de Tora dans ce trou et il dira même au FBI qu'il avait
caché une autre partie de ses vêtements chez lui dans son jardin, il les avait enterrés là-bas. Le FBI ira donc creuser dans le jardin de McMonigle, mais bizarrement, ils n'y trouveront rien. Finalement, le procès à l'encontre de Thomas McMonigle va s'ouvrir et encore une fois, on aura confirmation qu'il n'était pas à son coup d'essai. En fait, une petite fille de 11 ans, Joanne Kunkel, va venir témoigner à la barre et dira que 2 mois avant la disparition, avant l'enlèvement de Tora, elle avait croisé le chemin de McMonigle et il lui avait proposé de garder sa petite fille parce qu'il avait une sœur malade à San Francisco et qu'il la payerait 10 $. Heureusement pour elle, Joanne avait refusé et selon elle, eh bien, McMonigle était reparti en voiture vers San Francisco. Mais donc clairement, le procès vient révéler que McMonigle était un homme dangereux et qu'il recommencerait sans doute s'il restait en liberté. Il sera alors reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Tora et sera condamné à mort. Si vous cherchez un mobile, si vous cherchez s'il l'a agressé sexuellement, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vraiment si à l'époque, si en 1945, on cherchait vraiment à savoir pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce que quelqu'un allait s'en prendre à une petite fille de 14 ans. Je ne sais pas, surtout qu'on n'a pas eu de corps, donc il n'y a pas eu d'autopsie réelle qui a été faite. Donc voilà, je ne sais pas vous en dire plus. On sait juste qu'il a kidnappé et qu'il l'a tué. Mais donc son exécution a ensuite eu lieu le 20 février 1948 à 10h15 du matin. Et d'ailleurs ça m'a vraiment choquée, mais son exécution s'est faite via une chambre à gaz. Mais voilà, c'est là que les choses deviennent un peu plus étranges. On va apprendre que juste avant son exécution, Thomas McMonigle avait écrit une déclaration niant toute implication dans le meurtre de Tora. Encore plus bizarre, dans cette même déclaration, il avouera par contre avoir tué une femme à San Francisco et ne s'est jamais fait prendre pour ce meurtre. La police arrivera à relier Thomas McMonigle au meurtre de cette femme, donc ce fut plus ou moins avéré, mais on sait que Thomas McMonigle avait aussi reconnu l'agression et les meurtres de 11 autres personnes, mais là ça n'a jamais pu être prouvé. Mais alors, ça reste quand même très étrange, parce que pourquoi nier le meurtre de Tora pour en avouer plein d'autres par la suite? C'est quand même assez bizarre, surtout que, rappelez-vous, il a donné comme plein d'histoires différentes, comment il aurait pu tuer Tora, où est-ce qu'il aurait pu la mettre. Il a dit que les vêtements de Tora étaient enterrés dans son jardin, or ils n'ont jamais été retrouvés. Vous voyez, il a comme donné plein d'histoires, plein de versions différentes, et le FBI a comme semblé dire « Ah oui, ça colle, donc on va dire que l'histoire c'est ça ». Alors la question ici, c'est est-ce qu'il est possible que le FBI se soit trompé et que Thomas McMonigle ne soit pas le réel responsable de la mort de Tora? Bon, ça reste quand même peu probable parce que tout pointait vraiment vers lui, surtout que les amis de Tora l'ont reconnu comme étant bel et bien l'homme dans la voiture. Mais bon, ça reste étrange et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il aurait dit que non, il n'avait pas assassiné Tora, mais par contre qu'il avait assassiné 12 autres personnes. La seule raison que je peux imaginer, c'est que Tora avait 14 ans et peut-être qu'il ne voulait pas être vu comme l'assassin d'une enfant. Ça, c'est une possibilité. Bon, sinon c'est comme ça que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de me donner vos théories. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!